Monsieur le ministre, comment interprétez-vous les refus du président Paul Kagame de faire les déplacements de Luanda? Please, what Kigali expects from the DRC with regard to the FDLR? That we keep the pressure. So the first is, can you tell us, please, what Kigali expects from the DRC with regard to the FDLR specifically? And secondly, we want to know what does this postponement mean for hopes of resolving these conflicts, finally? Okay, we will come back to your question. Let's finish with French first. Okay? Thank you. On va prendre la question d'Achille Kadima, comme ça on ne perd pas le fil. On aura l'occasion de répondre en français, en anglais, mais aussi en lingala, pour que les gens puissent bien comprendre. Allez-y, monsieur Achille Kadima, s'il vous plaît. La ministre, selon votre collègue des Affaires étrangères du Rwanda, vous n'êtes pas tombé d'accord à cause de l'intransigeance de votre délégation, à cause de l'intransigeance de la République démocratique du Congo. Dites-nous, madame, sur quel point Kinshasa ne saurait transiger? Quelle est la ligne rouge à ne pas franchir? La deuxième question s'adresse au ministre de la Communication. Monsieur le ministre, comment interprétez-vous les refus du président Paul Kagame de faire les déplacements de Luanda? Merci. On va commencer par la ministre d'État et puis je pourrai commenter juste après. La question de ligne rouge, elle est claire, elle a toujours été claire et défendue par la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas dialoguer avec un groupe terroriste comme le M23. La République démocratique du Congo, vous le savez tous mieux que moi, vient de très loin. Quand il s'agit des groupes armés, quand il s'agit aussi du poids des négociations que le pays a eu à engager avec des groupes armés qui ont utilisé la violence et la force pour avoir un accès politique ou pour avoir de l'importance ou de l'influence politique ou un accès à des ressources quelconques. Cette page a été définitivement tournée. Et c'est pour cela que pour nous, il est inacceptable. Et je ne pense pas que la République démocratique du Congo soit une exception mondiale quand nous disons qu'il est inacceptable de négocier directement avec un groupe armé qui bombarde des camps de déplacés, qui tue et qui massacre des civils, qui viole des femmes, qui pille des ressources naturelles et qui est aussi coupable d'attaques contre des soldats de la paix. Cette ligne rouge, elle n'est pas exceptionnelle. Chaque autre pays qui se respecte et qui respecte sa position en tant que pays membre des Nations Unies n'accepterait jamais de parler avec un groupe armé comme le M23 et de lui donner ce degré de légitimité. Il y a un cadre très spécial pour la question des groupes armés congolais et c'est le processus de Nairobi. Il n'y a pas de traitement exceptionnel et il n'y a certainement pas de récompense pour les pilleurs, les violeurs et les assassins. Voilà. Alors, sur votre question, comment interpréter le refus du président rwandais de venir à Luanda? Peut-être qu'il faut lui poser la question. Mais si moi je dois vous répondre, c'est parce qu'il refuse de voir la mort de sa créature, parce qu'en réalité, en signant l'accord avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est consacrer la fin. Parce qu'on vous a déjà démontré de mille et une manières que les M23 en réalité n'existent pas. C'est un groupe des supplétifs de pantins qui sont recrutés pour le besoin de faire la couverture de ces œuvres malsaines qui consistent principalement au pillage de nos ressources. La ministre d'État l'a déjà dit et redit plusieurs fois, la guerre, elle est économique. Le mobile qui sont poursuivis par les M23, c'est de s'emparer des zones minières pour être sûr que nous continuons ou que le Rwanda continue à s'approvisionner depuis 30 ans. Et aujourd'hui, pour nous, dans la stratégie du président de la République, sur tous les fronts d'ailleurs, militaires, diplomatiques, médiatiques, économiques et judiciaires, c'est de mettre fin à toutes ces gesticulations. Et donc, sa non-venue aujourd'hui, ce n'est qu'une manière de retarder ce qui va lui arriver parce que nous finirons par y arriver à travers les différentes stratégies que nous avons mises en place. Et donc ça doit être bien clair. Et c'est pourquoi, pour cette question spécifique de l'Est, nous disons que les médias, que les Congolais, nous devons tous faire bloc derrière le président de la République. Et nous savions aujourd'hui qu'il ne viendrait pas. Tout simplement parce que lorsqu'il regarde
ce qu'il engrange comme profit à travers les déplacements de population, à travers le pillage systématique, il ne pouvait justement pas trouver sa place dans un environnement où on veut parler de paix, dans un environnement où pendant plusieurs jours, en cette réunion, durant plusieurs mois, ces équipes ont convenu avec les nôtres. Je fais juste un tout petit rappel. Au début de cette crise, les Rwandais parlaient de 3 choses. Ils nous parlaient de quoi? Des discours de haine. Donnez-nous un exemple. Dans un pays de 100 millions d'habitants, discours de haine. Deuxième chose, ils nous parlaient de la problématique de réfugiés. Le vice-premier ministre Lutundu, qui a précédé Madame la Mineta à cette fonction, a signé avec la partie rwandaise 2 accords sous les auspices de Philippe Augrandi à Genève pour régler la problématique de réfugiés. Et que par la suite, il y avait cette question récurrente, jamais achevée des FDLR, mais nous avons concédé parce que nous voulons aller vers la paix lorsqu'on parle de neutralisation. Et donc aujourd'hui, il y avait donc sur la table plus aucun prétexte pour que nous ne puissions pas faire le pas en avant. Mais lorsqu'on est obnubilé, on s'est nourri pendant longtemps du sang et des minerais du Congo, on veut continuer à avoir cet appétit. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on finira par y mettre fin. Les amis ne vont pas m'en vouloir. Une dernière question. Allez-y rapidement alors. Est-ce donc un refus pour revendiquer la paternité du M23? Mais je l'ai dit en liminaire, c'est la paternité du M23 qui a été bien évidemment revendiquée. Parce que vous savez, avant, c'était toujours des camouflés. Si les M23 étaient véritablement un problème congolo-congolais, pourquoi les Rwandais doivent en faire une exigence dans les discussions avec les Congolais? Pourquoi? Pourquoi? C'est une affaire rwandaise qu'ils essayent de congoliser parce que parmi nous, il y a des traîtres qui choisissent de rejoindre leur camp en espérant, malheureusement pour eux, qu'ils pourront tuer des Congolais pour arriver aux responsabilités à Kinshasa. Ça n'arrivera plus. Ils auront à la fois le président de la République et le peuple congolais derrière. On va évoluer avec M. Éric Izami. Merci de la Madame la Mineta, vous avez dit et vous avez fait mention que c'est un échec. Mais en même temps, vous avez parlé aussi du report. Alors, que répondez-vous à ceux des Congolais qui pensent que penser au report, c'est comme si nous, Kinshasa, nous croyons encore à ces processus qui a été, à mon avis, vidé de sa substance avec son non venu. Et puis au ministre de la Communication et Médias, Excellence, que répondez-vous à ceux des Congolais qui pensent que finalement on a compris, tout le monde a compris que Kagame ne respecte jamais rien. Mais encore, il faut seulement lui faire la guerre. Que répondez-vous à ceux du Congo qui pensent que nous devons lui faire la guerre parce que finalement, il ne va pas nous donner la paix sur un bout de papier? Écoutez, ces Congolais qui veulent la guerre, ils ont raison. Mais il faut regarder le coût que cela représente dans un contexte où nous avons déjà des millions de personnes qui sont décédées. Il faut regarder l'environnement diplomatique dans lequel Madame pourra peut-être mieux dire que moi. Il faut regarder aussi la détermination du président de la République à veiller sur la vie de chaque Congolais. Parce que fort malheureusement, la plupart de ces conflits se déroulent sur notre territoire. C'est pour ça que lorsque nous vous parlons du front diplomatique, le front diplomatique qui aurait pu, avec son rythme, nous donner du résultat. Lorsqu'on parle du front judiciaire, du front économique, du front médiatique, c'est parce que nous devons combiner tous ces efforts pour mettre un terme à une situation qui perdure depuis 30 ans. Madame la ministre d'État. Tout à fait. Et justement, je comprends tout à fait la préoccupation et l'interrogation sur la viabilité du processus de Luanda après un tel échec. Mais en même temps, comme le ministre Mouyaya l'a indiqué, notre combat, il se décline sur plusieurs fronts. Le front diplomatique, c'est le front du dialogue, c'est le front des négociations, c'est le front de l'effort inlassable. En même temps, nous avons d'autres fronts. Nous avons notre front militaire, nous avons notre front médiatique. Et donc, en même temps, nous restons concentrés sur ce processus de Luanda. Pourquoi? Parce que c'est un processus qui va rendre le Rwanda redevable, qu'ils le veulent ou pas. Absolument. Et nous allons continuer la pression et nous sommes reconnaissants du fait que nous avons aussi un facilitateur qui reste déterminé à trouver une solution durable à ce conflit. C'est aussi une manière très importante pour nous de confronter tous nos amis, tous nos alliés de la communauté internationale qui nous encouragent à privilégier la voie diplomatique. Et en effet, nous la privilégions. Mais en même temps, il faut un environnement propice, un environnement diplomatique propice qui rende ce genre d'effort diplomatique aussi viable.
Et c'est là où nous responsabilisons ceux qui insistent sur la voie diplomatique. Maintenant que nous avons prouvé et que nous prouvons chaque fois que nous allons à Luanda notre détermination, notre sérieux, et que nous faisons face chaque fois à une partie rwandaise qui aime nous faire perdre du temps, qui se perd dans des discours politiques, qui n'honore même pas des invitations d'un chef d'État, nous voulons aussi mettre à l'épreuve cette communauté internationale, ses amis, ses alliés qui insistent sur cette approche diplomatique. Maintenant, c'est le temps que ces voix-là s'élèvent et qu'elles tirent les conséquences des actions et des postures des uns et des autres. La République démocratique du Congo, le président de la République, était aujourd'hui à Luanda. Et il était à Luanda parce qu'il voulait signer un accord, parce qu'il voulait la paix. Où était son homologue rwandais? Très bonne question. Merci. Monsieur Pitchi Moulumba, s'il vous plaît. Merci pour la parole, monsieur le porte-parole du gouvernement. Madame la ministre d'État, j'ai une préoccupation et deux autres que je vais relayer du confrère Saleh des Associated Press. Je note l'échec du processus. Néanmoins, la République démocratique du Congo reste mobilisée, vous l'avez dit, pour la paix. Mais comment feriez-vous comme gouvernement sur le front diplomatique pour faire pression sur Kigali pour qu'il adopte une position sincère et cesse son jeu de duplicité revendiquant, le ministre de la Communication l'a dit, la paternité du M23? Alors, l'idée de cette question, c'est que quel est le contenu de l'accord proposé par la médiation? Est-ce que dans cet accord, les médiateurs fait-il expressément allusion au dialogue avec les M23? Et puis, c'est depuis le 30 novembre que le texte de l'accord vous a été proposé par les médiateurs. Et pourquoi votre réaction n'est venue que seulement hier? Ok, très bien. Alors, par rapport à la première question, comment est-ce que nous voulons maintenir la pression diplomatique? Nous le faisons dans tous les forats. Nous le faisons à travers ce genre de prise de position et ce genre de communication publique. Nous le faisons dans nos interactions avec le corps diplomatique. À cet effet, nous avons déjà pris la décision aussi de rencontrer le corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo pour avoir un échange franc sur le déroulé du processus de Rwanda et ce dernier épisode. Nous le faisons aussi au Conseil de sécurité, où nous confrontons le Rwanda, mais nous confrontons aussi le Conseil de sécurité à ses responsabilités. Nous les posons tous devant leurs responsabilités. Le Conseil de sécurité a pour responsabilité et pour rôle d'être le garant de la paix et de la sécurité internationale. Quand il y a un pays membre des Nations Unies qui se permet de violer l'intégrité territoriale d'un autre pays membre, il faut qu'il y ait des sanctions. Et nous n'allons pas nous lasser de rappeler aux membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité qu'ils ne sont pas en train de faire leur travail correctement. Donc juste pour vous donner un échantillon, si vous voulez, des démarches de plaidoyer que nous entreprenons. Il y a évidemment aussi d'autres démarches de plaidoyer qui sont plus discrètes, qui se font aussi derrière les coulisses. Et donc c'est une complémentarité, si vous voulez, d'efforts qui se font aussi à des différents niveaux. Le contenu de l'accord. Alors, pour vous expliquer, le projet d'accord nous a été donné lors de la deuxième réunion ministérielle. Et donc, les travaux des différentes réunions ministérielles s'étaient concentrés sur l'examen de cette proposition qui a été faite par la facilitation. Et donc, nous avons procédé par l'examen chapitre par chapitre de ce projet d'accord. C'est la raison pour laquelle certaines questions qui ont bloqué sont survenues seulement plus tard. La question du CONOPS, donc la question du désengagement des troupes rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo et la question de la neutralisation des FDLR nous a pris quand même assez longtemps parce que c'était un travail qui devait être fait au niveau des experts. Et une fois que ce cap a été franchi, nous étions quasiment à la fin de l'examen de ce projet d'accord que la facilitation nous a présenté. Le problème qui s'est posé hier quand le Rwanda a insisté sur l'inclusion justement d'un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et le M23, chose que nous avons toujours rejetée et que le Rwanda a ajouté à cela la condition qu'un tel dialogue ait lieu avant toute signature d'un accord. Et c'est la raison pour laquelle nos travaux n'ont pas abouti hier et que malgré le fait que plus de 90% du travail d'analyse, de négociation de l'accord présenté par la facilitation n'a pas abouti,
parce que le Rwanda s'est cambré sur sa position d'insister que la République démocratique du Congo, un État souverain, ait à négocier et à entretenir, engager un dialogue direct avec un groupe terroriste, le M23. Et le Rwanda, encore une fois, je le réitère, était devant l'opportunité de mettre fin à ces négociations sur l'accord. Nous avions tous l'opportunité d'adopter ce projet d'accord, mais le Rwanda a préféré privilégier le M23 et a sacrifié la paix et l'accord, en tout cas temporairement, pour plutôt protéger le M23. Donc voilà, on va prendre une série de questions pour terminer. D'emblée, nous voudrons nous excuser pour les téléspectateurs du journal de la télévision nationale. Nous grignoterons quelques minutes sur le 20h parce qu'il nous reste 5 minutes. Il y a quelques questions en anglais, il faut qu'on épuise une question en lingala aussi. Donc on va prendre les questions de M. Jean-Paul Kabongo, de M. Chris Okamringa, et on va terminer par les questions de M. Fabrice en lingala. S'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Ministre, pour la parole. Ma préoccupation, elle est toute petite. Alors, au regard de tout ce qui s'est fait aujourd'hui... Vous pouvez élever un peu la voix, s'il vous plaît. Au regard de tout ce qui s'est fait aujourd'hui, on comprend que cette position du Rwanda, c'est une position qui a déjà été fustigée par beaucoup de Congolais. Alors, ma préoccupation est de savoir quelles sont les informations en votre possession, vous, gouvernement, qui font assez que l'option d'une guerre directe contre le Rwanda et certains autres voisins ne soit pas d'actualité, ne soit pas appliquée. Bon, la question, on ne va pas dire que ce n'est pas une option sur laquelle l'on travaille. Je vous ai parlé du front militaire. Mais il y a un coût à la guerre qu'il faut payer. Pourquoi on paierait le coût de la guerre lorsque nous évoluons dans un contexte diplomatique qui peut nous permettre d'arriver à la solution? Et donc, c'est toute la démarche de la Mineta, et vous avez vu qu'elle nous a dit qu'on est arrivé à 90% du processus, et que, même si aujourd'hui la tripartite ne s'est pas tenue, qu'il existe encore des leviers à son niveau. Et lorsque je parle, je n'ai pas envie de rappeler ce que nous disons toujours, que jamais on a autant investi parallèlement dans notre armée. Et donc, ça veut dire que nous, comme gouvernement, nous avons un tableau de bord. Autant nous avons un tableau de bord, autant nous intégrons le fait que nous n'évoluons pas dans un monde isolé et que tous les conflits sont interliés et pour lequel nous devons aussi être en mesure d'écouter certains autres de nos partenaires, tels que le ministre d'État l'a évoqué tout à l'heure. Et donc, il faut considérer qu'au point où nous sommes sur tous les fronts. Ce n'est pas parce qu'il y a un respect des cessez-les-feux, entre guillemets, qu'on dit nous dormons ou qu'on sommeille. Ce n'est pas parce qu'il y a les discussions à Luanda que nous disons que le front judiciaire, on ne le réactive pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des discussions à Luanda que nous disons qu'au plan économique, nous ne faisons rien. Ce n'est pas parce qu'il y a des discussions à Luanda que nous disons au plan médiatique, nous nous taisons, tout va bien. Non. Donc il faut considérer que nous sommes dans une stratégie générale où les fronts sont interliés et le tout est piloté par le commandant suprême, le président Tshisekedi. Monsieur Kanyunyu, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Allez-y, Madame la ministre. Juste pour ajouter quelque chose à l'explication déjà très complète du ministre Mouyaya. En effet, il y a plusieurs dimensions et il y a une complémentarité entre ces dimensions. Ce qui est aussi important, c'est que les décisions qui sont prises sur quelle dimension on privilégie sont évidemment nourries par les dynamiques contextuelles. Et donc, tout autant qu'on s'investit sur le front militaire, diplomatique ou de communication, en même temps, cela se fait toujours en fonction de la réalité que nous observons. Et donc, nous ne pouvons pas non plus exclure que parfois, nous privilégions une approche beaucoup plus qu'une autre approche. Et ça veut dire que c'est aussi une lecture dynamique du contexte qui nous permet à appuyer ou à mobiliser, à activer des leviers en fonction du comportement et en fonction des dynamiques que nous observons sur le terrain. Voilà, Monsieur Kanyunyu, allez-y, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, Madame la Ministre. Tout le monde est revenu sur l'absence du président rwandais à Luanda. Et moi, je
je vais directement sur le point de... Parce que j'ai vu le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, avec le président angolais, le président congolais. Est-ce qu'on retourne sur le processus de Nairobi? Ça, c'est la première. La deuxième, depuis la résurgence du M23, c'est pour la première fois que les FARDC, ces groupes rebelles, s'affrontent 15 jours consécutifs. Quelle garantie vous pouvez apporter aux populations du Grand Nord? Grand Nord, c'est Beni, Butembo, Lubero, qui craignent pour une éventuelle avancée des rebelles. Pour le ministre de la Communication, Mouyaya, la position du gouvernement congolais est connue. Pas de question du dialogue direct entre le gouvernement et le M23. C'est connu. Mais apparemment, ou pas apparemment, le président Museveni serait, lui, partant pour un dialogue entre le gouvernement congolais et le M23 dans l'EAC, l'Eastern African Community. Et pendant ce temps, nous sommes en opération conjointe dans le Grand Nord entre l'armée congolaise et ougandaise. Et connaissant cette région, ça fait 25 ans que je suis reporter de guerre. Ne craignez-vous pas qu'à un moment donné, l'Ouganda fatigué laisse peut-être un couloir au M23 d'avancer sur ces zones-là pour faire plier Kinshasa? Merci beaucoup. Merci. Madame la ministre d'État. Merci beaucoup. Alors, par rapport à la présence du président Uhuru Kenyatta à Luanda et les interrogations autour du processus de Nairobi, parler d'un retour sur le processus de Nairobi voudrait sous-entendre qu'il y a eu un départ. Et ce n'est pas le cas. On a plutôt privilégié le processus de Luanda. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de la question de la présence des forces armées rwandaises sur le territoire national congolais et sur l'urgence justement de rétablir l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. En parallèle, évidemment, il y avait le processus de Nairobi qui a eu un peu moins de visibilité, si vous le voulez. Ce qui est important, c'est que maintenant, le président Uhuru Kenyatta est à nouveau mobilisé et en échange direct avec le président Tshisekedi, mais aussi avec le président Lorenzo. Pourquoi? Parce que la question des groupes armés locaux et des passerelles, si vous voulez, entre le combat armé et la vie civile est de plus en plus importante pour la République démocratique du Congo et que nous voulons mettre l'emphase là-dessus. En même temps, c'est aussi une manière de clarifier et de signaler de manière très transparente que le M23 a une occasion, une opportunité et une voie d'issue de ce combat militaire, de ce combat armé. Donc le processus de Nairobi est redynamisé, il est dynamique et il offre justement des perspectives pour les groupes armés congolais actifs dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et il a évidemment un caractère complémentaire, si vous voulez, à certains aspects du processus de Luanda. Et donc nous nous réjouissons aussi du fait que le président Kenyatta était présent à Luanda, parce que ça nous montre aussi que ces deux présidents, le président Lorenzo et le président Kenyatta, sont mobilisés et sont prêts à travailler ensemble pour des solutions durables et une fin durable à la crise en République démocratique du Congo. La question sur les 15 jours d'affilée d'offensive et de combat entre les M23 et les FARDC et la question des garanties que nous ou que le gouvernement de la République démocratique du Congo peut donner à la population. La garantie, c'est que nos FARDC vont continuer à défendre chaque millimètre et chaque mètre de notre territoire, vont continuer justement à barrer le chemin aux forces de défense du Rwanda et vont continuer à défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Évidemment, nous ne nous réjouissons jamais quand il y a des affrontements parce qu'il y a un risque exacerbé de victimes civiles. Mais en même temps, je pense aussi que le fait que pendant 15 jours, nos FARDC restent valiants et montrent justement leur détermination, c'est quelque chose d'important, c'est un signal fort et ça nous montre aussi que nous sommes protégés par nos FARDC. Voilà, sur cette question, ce qu'il faut savoir, que ce n'est ni l'absence du président rwandais à Luanda aujourd'hui, ce n'est ni la présence de ces forces dans l'est de la RDC qui vont nous faire revenir sur notre position qui est très claire que je rappelle, nous ne négocierons jamais avec les M23. Encore que
Si vous avez bien suivi les propos de la ministre d'État tout à l'heure, elle a dit la discussion qui est prévue avec les groupes armés est prévue dans le cadre du processus de Nairobi. Et la présence du président honoraire Uhuru Kenyatta à Luanda était justement illustratif de la volonté portée par les médiateurs de la crise de s'assurer que les composantes vont de pair. Nous savons tous aujourd'hui, et grâce d'ailleurs au président Kagame, par son absence, que c'est lui le vrai père du M23. Il a toujours régné, mais aujourd'hui il a assumé en portant ouvertement la responsabilité de ne pas faire aboutir le processus aujourd'hui, parce que pour lui, sa créature ne peut pas mourir grâce à sa signature ou à cause de sa signature. C'est la vérité, c'est l'autre vérité d'aujourd'hui, et certains diraient même en langage un peu politicien ici, que c'est lui l'autorité morale du M23. Et donc, lorsque vous parlez de la question du président Museveni, avec l'Ouganda, il faut dissocier ce que nous faisons ensemble dans le cadre de la traque contre les EDF, parce que le terrorisme, c'est combat en coalition. Même la toute-puissante États-Unis combat les terrorismes en coalition contre Daesh et contre... Pour ce qui concerne la question du M23, je crois que le président Museveni, comme tous les autres présidents de la région, savent qu'il existe un processus. Et donc aujourd'hui, envisager ou penser que Madame la ministre d'État et d'autres experts s'assieront avec des terroristes reconnus qui tuent, qui endeuillent et qui déplacent, ce serait illusoire. De toute évidence, les mécanismes sont prévus. Il ne faudrait pas accorder des primes à la guerre ou à la violence, parce que ça donnerait d'autres exemples. Ramener les M23 à la table des négociations, c'est recréer des problèmes qu'on a combattus. Brassage, mixage avec le président de la République. Le virage qu'on a pris, c'est de nous assurer que nous débarrassons notre armée des traîtres et de tous ceux qui peuvent faire les jeux de l'ennemi, pour nous assurer que la montée en puissance soit une réussite. L'illustration justement des 15 jours dont vous avez parlé, on veut faire du talk and fight. On pense pouvoir nous faire pression en violant délibérément les cessez-les-feux que Madame la ministre d'État a expliqué tout à l'heure, pour penser qu'on peut, nous, baisser la garde. C'est mal connaître la stratégie du président de la République. On va prendre alors Monsieur Kamringa et puis la question en lingala. Merci beaucoup, Mr. Ministre, pour cette opportunité. J'ai travaillé avec chaîne anglophone, donc je voudrais poser mon question en anglais. Please go. I think you're going to answer to Madame Anshka's question so at the same time, and then we're going to finish in lingala. The failure of the meeting between these two leaders is a big disappointment to people who are hoping that a peace deal would be reached. Where do we go from here from DRC's standpoint? My second question is, Rwanda has issued a statement saying that this postponement will allow the facilitator, President Joao Lorenzo, and former Kenyan President Uhuru Kenyatta to have a dialogue. And the dialogue is supposed to be between DRC and M23. I would like your reaction about that. Thank you. Thank you. Ok, donc je réponds aux trois questions en anglais. En anglais, et puis on prendra la dernière en lingala. Très bien, je commence avec celle-ci. So, yes, of course, the failure of today's meeting is a disappointment. It's a disappointment, but it's not a surprise. And the fact that we have suffered, we as a community of countries that are seeking a durable solution to this conflict, the fact that we have suffered a setback does not change our resolve, because we have the responsibility towards our fellow countrymen and countrywomen to ensure that they live in peace, and we have the responsibility to guarantee that perspective. Where do we go from here? I think this is an important conversation that needs to happen about the accountability and holding all the participants accountable for their postures, for their actions or their lack thereof in this process. And I think, again, actions speak louder than words, and we have seen the actions of the Rwandan government throughout. I think this was a turning point, and we do hope and expect that it will have repercussions also in the perception of Rwanda's role in this crisis. Now, about the press statement
from the Rwandan Ministry of Foreign Affairs speaking about facilitators having a dialogue with the M23. Well, the role of facilitators is to be a go-in-between to a certain extent, depending on their mandate. And I think this is for the facilitators themselves to decide if they wish to engage with the M23. Again, I can only reiterate the position of the government of the DRC. We do not want to repeat unfortunate precedents where we engaged in conversations and in dialogues with armed groups and rewarded violence. And this is why there is no perspective for direct talks between the M23, a rebel group, a terrorist group that has raped, killed, and terrorized millions of Congolese citizens. There is no perspective for a direct dialogue between the government and the M23. The perspective that is offered to the M23 is to return into the Nairobi process, a process designed for Congolese armed groups who seek to put an end to their armed struggle. And this is the decision, and I hope the independent decision, that the M23 should be able to take, to clearly state also whether it is a puppet or whether it is an autonomous group that thinks and acts for itself. The two questions from Madame Ange Kasongo. The question on the neutralization of the FDLR and what Rwanda expects from the DRC. This was elaborated in the CONOPS. I will not go into the details of that. The question of neutralizing the FDLR is not a new one. It's an issue that the DRC has worked on, including in joint operations with the Rwandan Defense Forces. And so the question here is to neutralize FDLR elements that are still active and present in the DRC to the extent possible. I want to emphasize the fact that the FDLR have been present and active in DRC for the past 20 years, but they have also been combated by the DRC for the past 20 years. And so while we make the commitment to neutralize the FDLR, I think this goes hand in hand with a thorough assessment of the FDLR as they currently stand, their numbers, and their threat capacity. And there is a need also to contextualize this in the efforts of neutralization to make sure that we have a clear picture of what threat the FDLR, what real physical threat the FDLR represents. The second question was the hope to resolve the crisis. I think I answered this a bit in the first question that your colleague asked. But again, I think the government of the DRC cannot afford not to hope and not to fight for peace. This is our responsibility towards the citizens of this country. And as we mentioned repeatedly today, this effort is articulated on various dimensions. There's the diplomatic efforts, the military efforts, the legal efforts, the communication efforts. And so in this context, I, as a Minister of Foreign Affairs, will continue all my diplomatic efforts, will reinforce these efforts to make sure that we keep the pressure and to make sure that we keep also the trajectory that was set forth in the Luanda process to help us navigate and reach a durable solution to the crisis which we find ourselves in.